Et c'est là que Gilles, tu m'as dit, bah, nous on a une petite idée, c'est pour ça qu'on va venir en parler sur ta chaîne. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de mettre à contribution tous les gens qui lèvent les yeux au ciel et qui sont astronogeeks, parce qu'à chaque fois que vous voyez un bolide, vous avez potentiellement la possibilité d'aider des chercheurs à trouver une chute. Une chute, c'est faire une trouvaille, trouver une météorite. Mais pour ça, il faut faire preuve d'un minimum de rigueur. Et donc, Gilles et Eric, vous, ce que vous essayez de faire, c'est de mettre au point une technique pour permettre de bien définir la trajectoire d'un bolide pour espérer faire une trouvaille. Le truc, c'est qu'une personne n'est pas suffisante pour déterminer la trajectoire d'un bolide. Parce que bon, on le voit dans le ciel, mais est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est lointain, est-ce qu'il vient vers nous, est-ce qu'il s'en éloigne? Ça, c'est des choses assez difficiles à dire avec un seul point de vue. Par contre, si on a ne serait-ce que 2, 3 observateurs, on peut déjà commencer par triangulation à avoir une trajectoire à peu près correcte. Tout à fait. Donc c'est le fait de, en jouant sur des observateurs et les astronomes amateurs et les gens qui écoutent cette chaîne sont potentiellement des candidats assez favorisés pour ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine culture, qui ont déjà une certaine connaissance en la matière, qui ont entendu et acquis un certain nombre de bons réflexes. Ceux-là peuvent devenir des témoins assez précis et qui peuvent avoir une bonne utilité dans la convergence des différents points de vue si leur témoignage est précis, pour justement permettre de contribuer à cette reconstitution de trajectoire qui va aboutir à une zone de chute sur laquelle on pourra ensuite déclencher avec des personnes du même gabarit, mais sur une formation un petit peu différente, aller chercher sur le terrain pour espérer trouver, même si la probabilité reste limitée, pouvoir trouver peut-être des fragments d'une chute et apporter des résultats concrets aux scientifiques. Bon, le truc, c'est que des gens qui voient des chutes de bolides, pour peu qu'on passe un petit peu de temps dehors à observer le ciel, bon, statistiquement, on a plus de chances que ça arrive. Et bon, des bolides, des petits, hein, j'en ai déjà vu un paquet. Mais le problème, c'est, comme tu disais, la fiabilité du témoignage. C'est à quel point il va être précis, ou à quel point on va se fabriquer de faux souvenirs, ou alors carrément on va voir n'importe quoi, ça arrive aussi. Et donc vous, ce que vous cherchez à faire, c'est mettre au point une méthode pour réussir à faire une identification claire de la trajectoire d'un objet. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, cette méthode, elle se rapproche quand même un petit peu de la méthode à utiliser si on fait une observation d'OVNI. Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'on a effectivement l'enquête qu'on a à faire sur un bolide, en fait, recoupe celle au niveau des témoignages ufologiques. On va demander les mêmes informations et essayer d'avoir les mêmes informations aussi fiables, donc celle de la position de l'objet, de sa description la plus fidèle possible, pour réussir à la fin. Ah, là, on n'a pas besoin de l'identifier parce qu'on connaît le portrait type du bolide, il est assez simple. Donc on a parlé de sa très grande luminosité, de sa durée assez courte, dans les quelques dizaines de secondes maximum, non pas maximum, mais en moyenne. Donc il a un portrait type assez reconnaissable. D'ailleurs, à ce propos du portrait type, il y a le petit détail, la petite signature au niveau des météorites en tout cas. Parce qu'il y a des bolides, on l'a dit tout à l'heure, qui rentrent dans l'atmosphère et puis se détruisent, point. Ils ont fait une belle lumière. Mais nous, l'idée, c'est de trouver une météorite. Et donc ça, on a dit qu'il y a une condition. Il faut qu'ils aient une certaine masse. Et le fait qu'ils aient une certaine masse amène un phénomène sonore. Donc un bang sonique ou des bangs soniques lorsqu'ils se fragmentent. Et c'est un des critères aussi qui est important, de penser non seulement au visuel, mais aussi à l'auditif. Chose que beaucoup de gens, ne le sachant pas, n'y prêtent strictement pas attention. Donc là, on a déjà une information, un pan d'information qui disparaît, parce que, ne sachant pas que derrière l'observation, il va y avoir éventuellement un bruit, j'ai bien dit éventuellement, on a dit qu'il y a ceux qui font du bruit et ceux qui n'en font pas, eh bien, celui qui loupe l'occasion de dire « j'ai entendu, il aurait pu entendre un bang sonore comme l'autre personne qui était à 50 km de là », lui il dit « j'ai entendu un bang sonore au bout de tant de temps, on va dire 1 minute et demie ». Ça, c'est un paramètre très intéressant. S'il est fiable, de faire une triangulation. Au niveau de la vitesse du son, et on a déjà des estimations de distance. C'est le même phénomène qu'avec la foudre. Pour savoir à quelle distance elle tombe, on regarde l'éclair, on écoute le tonnerre et on a
une bonne estimation Tout de à la fait, distance. c'est Si on a 2 personnes ou 3 personnes qui font ça, on peut déterminer relativement précisément où au-dessus du sol a eu lieu le... À condition qu'elles le fassent, là encore. Après, donc on a dit, il y a ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Ensuite, il y a ceux qui sont informés que ça peut se produire, qui le font, qui signalent, ou parce que le questionnaire leur a posé la question, avez-vous entendu un bruit? Mais encore faut-il que cette information-là soit vraiment la plus fiable possible. Et donc là, avoir des techniques de chronométrage mental, d'avoir pensé, ou le chronométrage avec la montre, avec le portable, l'enregistrement avec un portable, tout de suite sortir son portable, et puis voilà, je viens de voir un bolide, et puis attendre, raconter ce qu'on vient d'observer, et attendre l'éventuel. Oui, parce qu'un bolide, on peut le voir à 50, 100 km de distance, si je dis pas de bêtises. Ou même plus que ça. En vision, c'est oui. 300, 400 Donc km. le son, il peut prendre son petit temps pour arriver. Quoi. Plusieurs minutes, oui. Mais donc Voilà. les gens qui... C'est différent de la foudre, je veux dire. La foudre, en général, au-delà de 15-20 bornes, bon, plus difficile à entendre. Enfin, ça disons devient que plus difficile. globalement, et tout, là. quand même, on va dire que quand on regarde les cartes de répartition des témoins sonores, c'est dans un rayon de 150, moi je dirais à peu près en moyenne, hein, toujours il y a des exceptions, 150 km autour de la zone finale, à 30 km d'altitude et en dessous. Donc là, on a une sorte d'étalement, de petits nuages de gens qui disent avoir entendu un son. Et donc, plus le délai va être court dans les descriptions et les chronométrages qu'ils auront pensé ou estimé, ils vont dire ah voilà, moi je pense que c'était 30 secondes après, d'autres ça va dire 1 minute 20. Voilà. Mais tout ça c'est plus ou moins du pifou à chaque fois parce que ils ont été surpris, ils ont entendu un bang ou des bangs. Mais ils n'ont pas forcément relevé avec le fait que c'était un bolide avant. Mais ils n'ont pas compté. C'est-à-dire que c'est une reconstitution mentale a posteriori. Et quand on leur pose la question, 3-4 jours après, voire une semaine, 15 jours après. Ah oui, parce qu'en fait, finalement, le problème, il est là. On veut trouver des météorites, mais les systèmes de détection actuels montrent leur inefficacité. Et si on veut se baser sur les témoignages, le problème d'un témoignage comme ça au pifomètre, surtout si on le fait 3-4 jours après, c'est qu'avec la fabrication des faux souvenirs, avec l'effacement de la mémoire, etc., on se retrouve avec un témoignage qui est très très approximatif. Et pour déterminer une trajectoire, c'est pas assez. C'est ça. C'est clairement pas assez. Quand bien même on vient vérifier ou on vient contacter le témoin, on lui repose des questions qui vont être auxquelles il aurait pu répondre le jour même ou dans les heures qui ont suivi, ça aurait été extrêmement clair dans sa mémoire. Eh bien, on sait que passé 72 heures, la mémoire, elle commence à enlever un tas de détails et elle commence, pourquoi pas, à reconstruire certaines choses. C'est ça. Et donc, l'idée que vous avez, vous, c'est de mettre au point une méthode. Et le but, c'est donc de la donner là en vidéo, c'est une méthode pour faire une observation fiable de la chute d'un bolide et recueillir certaines informations importantes pour pouvoir déterminer ensuite sa trajectoire précise. Essayer de mettre en place une méthode plus simple, il faut qu'elle soit simple, pour essayer qu'elle soit des données plus fiables. C'est ça. Si c'est déjà simple, si c'est plus fiable, on a déjà un gain. Donc, la première chose d'un témoin quand il arrive à être témoin d'un bolide, c'est l'effet de surprise. On s'y attend pas, le truc arrive, ça éclaire le ciel, bon, il faut déjà réussir à ne pas être perturbé par cet effet de surprise. Donc il y a déjà une certaine préparation. Un astronome amateur ou quelqu'un qui a réfléchi à la question, qui s'est renseigné sur la question, il va pouvoir en quelques secondes, voire fractions de secondes, comprendre que ce qui se produit, c'est de cet ordre-là, où ça a toutes les chances de l'être. Donc il ne se pose pas de questions, tout de suite, il ne part pas dans des idées folles, il se dit, oh, bolide. Bon, bolide, en une fraction de seconde, il a compris que c'était probablement ça. Il ne cherche pas à savoir si c'est naturel, artificiel, parce qu'il y a des variantes. Hein. C'est peut-être un satellite qui retombe, mais il ne se pose pas de questions. Son but, ce n'est pas d'interpréter. Il faut tout de suite avoir le réflexe de dire, moi, je dois observer. Donc, il faut focaliser son attention sur le fait qu'il n'y a rien d'extraordinaire. J'observe. J'observe et je prends des repères. Donc, s'il y a déjà ce bon réflexe-là, il a déjà gagné 50% de fiabilité. Après, qu'est-ce qu'il faut observer? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme repère? C'est là que la méthode peut préciser un petit peu. Il y a des choses qui sont intéressantes mais pas capitales. Il y a des choses plus capitales de d'autres. Donc quand on ne va pas pouvoir tout
enregistrer, il vaut mieux se cibler sur les choses les plus importantes pour pouvoir redonner ces informations précises, si possible les plus importantes parmi elles. Alors, bon, de toute façon, ce qu'on va faire, cette méthode, moi tu m'as fait un papier, je vais le mettre en description de la vidéo. Alors je sais pas si ça sera un lien téléchargeable ou comment je vais faire, mais bon, je vais le mettre en description de la vidéo. En gros, c'est si maintenant vous observez un bolide, quels sont les réflexes à avoir, quels sont les trucs à noter, quoi faire, quoi pas faire, etc. Mais dans les grandes lignes, Gilles, est-ce que je suis dehors? Je suis en train de faire rien, je sais pas. Je suis dehors et un bolide apparaît dans le ciel. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est donc, comme je disais, de ne pas se poser trop de questions et d'essayer de comprendre rapidement, instantanément, qu'il s'agit d'une situation de ce genre. Si ça dure plus longtemps, on sait qu'un bolide, ça va durer assez peu de temps. Si ça dure beaucoup plus longtemps, il comprendra vite que ce n'est pas un bolide, que c'est quelque chose de plus particulier. Au-delà de la minute, Voilà. on peut Oui, vraiment voilà, se parce poser que des bon, il y a questions. certains bolides, je me souviens, justement, c'était pendant la nuit des étoiles, en plus ça tombait juste au bon moment. J'expliquais à quelques personnes le concept même du bolide, et puis derrière moi, il y en a un qui a commencé à traverser le ciel, c'était parfait. Et celui-ci, bah, il a vraiment traversé le ciel, et il a, je sais pas, il a dû cramer pendant 15 secondes. En général, peut-être, un c'est truc comme ça. lumineux, ça dure pas très longtemps, ça fait beaucoup de lumière. Voilà. Mais bon, Le bruit, il y a beaucoup plus tard. si ça dure une minute ou un truc comme ça, c'en est pas un. Par exemple, sauf un cas point très lumineux qui se déplace comme ça dans le ciel, il y a plus de chances que ce soit l'ISS qu'un bolide. Si on a la chance de le voir apparaître, qu'on regarde au bon endroit qu'on le voit apparaître, à ce moment-là, la durée va être plus longue et ça peut prendre plusieurs dizaines de secondes. Si c'est en plus un bolide lent, ça peut être un peu plus, mais on est dans des cas très particuliers. Mais de toute façon, ça se déplace de façon rapide, régulière, et donc on va vite repérer que c'est quelque chose qui, Et par rapport qui à est dans le ciel. l'ISS, la luminosité, on parlait tout à l'heure de s'amplifier, magnitude. Elle varie peu. Donc il faut comprendre, le bolide a des variations, en plus de luminosité, des colorations qui peuvent être très variables. Ça peut aller du vert, hein. Il y en a qui s'étonnent de voir un truc vert, mais non, ça peut être vert et Rouge, rouge, ça jaune. peut être jaune. Ça a souvent une traînée, une grande queue que l'ISS Les est là. coloris ça, varient lumineux. dans le temps en plus, parce que selon les couches de l'atmosphère, l'ionisation va être différente, donc les coloris vont être différents. Selon la chaleur, le refroidissement, on sait que souvent vers la fin, ça jaunit, orangé et rougit. Voilà, parce que c'est les couleurs qui deviennent les moins chaudes. Voilà. Bah oui, les températures, les couleurs. Oui, enfin moins chaudes en température, parce que Oui, le rouge voilà, et chaud est une mais couleur chaude je en cherche le théorie. terme pour dire la température de corps noir, quoi. Voilà, C'est ça. On passe du blanc au jaune, au Exactement. orange, rouge et on s'éteint. Après, il y a la composition aussi du caillou qui peut éventuellement changer un peu les choses. Et puis, ça peut laisser une traînée dans le ciel. On peut avoir une traînée persistante pendant parfois presque une minute. Ça, effectivement, ça fait partie des choses aussi importantes comme le son, à savoir que derrière, alors de nuit, c'est pas évident. De jour, c'est beaucoup plus facile, mais ça peut arriver qu'elle soit visible de nuit. Donc, savoir qu'il y a cette traînée, plus le bolide est gros et lumineux, plus il y a de chances que cette traînée existe. Donc, pensez à la regarder, parce que quelqu'un qui est dans un environnement, je sais pas, il y a des lampadaires, où le bolide était très lumineux, les yeux, il faut un certain temps pour que il soit capable de capter une luminosité. Oui, parce que ça peut être très ténu. Hein, Ah, cette oui, traînée, surtout de nuit, c'est pas évident. Donc, si on ne le sait pas, effectivement, on peut louper quelque chose qu'on avait sous les yeux. Donc, pensez aussi à la fin de la disparition du bolide, s'il était très lumineux assez conséquent, ou s'il a duré longtemps, pensez à chercher cette traînée. Par contre, attention, la traînée, elle évolue après. Et voilà. Donc, sachant qu'il faut le faire tout de suite après. Mais là, instantanément, après la disparition du bolide, on sait qu'il peut y avoir une traînée, donc on cherche où elle peut être. Est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Et si elle est visible, là, il va falloir recueillir le maximum d'informations sur sa trajectoire, parce qu'elle signe encore la trajectoire réelle dans le ciel. Mais le problème, c'est qu'elle est physique, cette traînée. C'est soit un gaz ionisé, soit de la fumée de combustion la journée, etc. Mais le problème, elle est dans l'atmosphère, et l'atmosphère, il y a du vent. Voilà. D'où l'intérêt donc de le faire le plus vite possible, soit filmer, si on peut filmer de nuit. Maintenant, ça commence à devenir un peu faisable. Ça devient de plus en plus faisable, mais la plupart Avant, des c'était téléphones compliqué. galèrent encore à filmer le ciel. Avant, c'était vraiment C'était totalement impossible total. Et dans ces cas-là, simplement se dire, j'ai encore quelque chose sous les yeux. Je vérifie si je ne l'ai pas encore fait, ma montre.
pour être sûr de noter l'heure. Je prends un papier et un crayon et je regarde, j'essaie de trouver le maximum de repères. Alors, si les étoiles sont visibles, waouh, et que je connais les étoiles, fantastique. Si je connais un peu les constellations, j'essaie de trouver une ou deux constellations et je fais le dessin par rapport à ces repères les plus lointains possibles. Si c'était bas sur l'horizon, eh bien je note très particulièrement le clocher du village que je connais. Alors par contre, ça faut faire gaffe aussi à un truc, c'est la parallaxe. Si on prend un repère proche, il faut qu'on soit sûr de sa position par rapport au sol. C'est pour ça que je viens bien de dire, on prend tout de suite les repères les plus lointains. Ça, c'est le basique. À chaque fois qu'il y a une possibilité de chercher un repère, on commence par chercher les plus lointains. Donc, si ce sont des étoiles, on ne peut pas rêver mieux. Si c'est le clocher à l'horizon... 1 km. Alors, le clocher à l'horizon, oui, mais si maintenant j'ai un lampadaire devant moi... Ah, mais là, c'est problématique parce qu'il va falloir que je me mette à repérer extrêmement... C'est un repère utile, mais il va falloir que je repère ma position de façon extrêmement précise. Parce qu'il suffit de se décaler de 1 mètre par rapport au lampadaire qu'on a pris comme repère, par exemple, ou à un arbre, peu importe, qui est à 20 ou 30 mètres de nous, pour se rendre compte que ce petit décalage-là, eh bien, en fait, décale visuellement, et par le problème de la parallaxe, le repère réel qui, lui, est un bolide qui se trouve à des centaines de kilomètres de mes yeux. Et donc, le problème de la parallaxe se pose aussi, on peut le démontrer très facilement, hein, il est tout simple, c'est je tends mon pouce, je regarde par exemple ta figure, je le mets vers toi, je cache avec mon pouce, voilà, je fais ça, et puis maintenant je cache l'autre œil, et là je me rends compte qu'il y a un problème. Voilà. Le pouce ne cache plus ta figure. Voilà, c'est l'exemple de la parallaxe, et pourtant je n'ai pas bougé, c'est juste l'écartement entre mes deux yeux. 6-7 cm. Rien du tout. Et parfois ça suffit pour faire une erreur. Sauf que là, c'est pas une erreur grave pour moi. Et pour toi, je veux dire, ça ne change rien à notre position globale, mais l'erreur d'un angle très faible, on a dit 1 degré, donne combien en erreur de distance? 1 km 8, c'est ça? 2 km, presque 2 km. Presque 2 km. Si le bolide est à 100 km. Donc ça fait à 100 km une grosse marge d'erreur en fait. 1 degré, c'est quoi? 1 degré, c'est un doigt? C'est 2 fois la lune dans le ciel. Deux fois la lune. On va dire le petit doigt, doigt. ça va vite. Plus petit que le petit doigt. Quoi. Voilà, ça va vite. Donc, voilà, une erreur de ça à bras tendu, quand on le regarde comme ça, c'est une erreur de ça d'estimation. Et ben ça nous, en tant que chercheurs et de ceux qui veulent affiner une information pour trouver une trajectoire, ça nous met d'avance 2 km d'erreur en plus ou en moins. C'est ça. Ce qui est énorme. En termes de surface à couvrir, c'est énorme. C'est ça. Sur le terrain, ça peut paraître ridicule comme ça, mais sur le terrain, couvrir 2 km d'un côté et 2 km de l'autre, ça en fait 4 à ratisser. Et comme c'est dans un couloir, qui lui va faire une certaine largeur. Oui, une certaine largeur, on va dire. On multiplie très vite la surface à couvrir. Alors que minimum la largeur d'un kilomètre de large pour l'étalement des météorites, à peu près, on va dire, dans l'ordre du kilomètre. Donc ça devient vite ingérable, en fait. Voilà. Voilà. Plus on peut serrer les fourchettes, plus on peut avoir une zone qui est relativement, par le croisement, relativement cernée. Mais ça nécessite de ne pas faire ce genre d'erreur. Donc si on peut enlever à chaque fois ces petites erreurs qui vont finalement se cumuler et vont devenir énormes et puis vont rendre totalement inutile une quête qui aurait pu être fructueuse. Mais donc du coup, c'est bien beau donc de repérer la trajectoire, mais bon, on peut prendre des repères donc, par rapport aux étoiles, ça peut être bien de connaître les étoiles, mais bon, ça peut être bien aussi de savoir quelle heure il est, parce qu'en fonction de l'heure, les étoiles, elles se déplacent. Et donc un repère par rapport aux étoiles, il est variable dans le temps. Absolument. Alors ce qu'on peut dire, parmi donc, les bons réflexes à avoir, le phénomène apparaît. Donc, premier réflexe, je l'ai dit, attention, bien réagir, ne pas partir dans les trucs. On dit, ça y est, c'est un météore, j'observe. J'observe quoi? Donc déjà, premier réflexe, je ne bouge pas. J'observe sans bouger. Je ne commence pas à me balader ou à regarder. Je ne bouge pas. Il serait bien de pouvoir montrer et attirer l'attention des autres, parce que plus on est témoin, mieux c'est.
Mais si on commence à partir à droite Oui. pour chercher Non. l'aide, c'est Il vaut fini. mieux le dire de On là n'aura où pas on est. vu et les autres n'auront pas vu. Donc vaut Ça mieux ne le sert plus à rien. simple. En fait, ça ne sert à Un rien. bon réflexe, c'est de pointer du doigt ce qu'on voit et de Et suivre compter. du doigt. Et, Et de compter automatiquement, déclencher un comptage. Vous êtes en train de voir, donc vous avez peut-être raté quelques secondes depuis que ça a démarré. On n'est plus à quelques secondes près peut-être. Et on peut toujours faire une petite correction derrière. Donc vous commencez à creuser la tête. Même tout haut. Moi, je pense Oui, tout haut. l'idéal, ce qui évite. Et assez fort. Ce qui évite, c'est la position insolite et le comportement insolite, s'il y a quelqu'un autour de toi, même si une personne qu'on ne connaît pas, forcément, voyant quelqu'un qui tend le bras et qui fait 1, 2, très Ouais, fort, on va regarder. ils vont s'arrêter, ils vont regarder. C'est ça. Donc ça fait plus de témoins, il n'y a même pas besoin de dire regardez, il se passe un truc. Et l'idiot va regarder le doigt, mais Il comme va regarder le doigt, ouais, le c'est ça. témoin est intelligent, il va finir par comprendre que c'est là-haut qu'il faut regarder. Parce qu'en plus, il y a la lumière qui va tirer sur notre sens. Oui, c'est ça. ouais, globalement. Donc, il va continuer. Et là, si quelqu'un réagit, il va être un observateur de plus. Vous avez prévenu quelqu'un sans perdre le phénomène des yeux, sans perdre votre concentration. Vous le suivez du doigt. En même temps, votre cerveau, mémoire synesthésique, Comme pas télékinésique. Synesthésique, ouais. va faire que vous allez aussi mémoriser le geste inconsciemment. Donc après, vous saurez que vous n'avez pas fait ça. Ouais. Il y aura peut-être une erreur, mais vous savez que vous étiez comme ça, vous n'étiez pas comme Et ça. sur les marges de hauteur Donc, angulaire, vous- c'est important. Donc Ouais. vous ajoutez des Faites avoir. informations que votre cerveau va enregistrer. Ouais. On suit des yeux et là on essaie de prendre des repères. Tout en comptant, on continue à compter à voix haute. 4, 5, 6. Et puis là on essaie de voir où ça passe. Ça passe au-dessus d'une cheminée, ça passe au-dessus d'un sapin, ça passe à mi-hauteur, c'est derrière la cheminée, à telle hauteur. Bon, et on prend des repères comme ça, qu'on mémorise très rapidement. Et plus on va vers la fin, plus on a le temps déjà de réfléchir et plus on essaie d'être précis dans les repères. Parce que le plus intéressant, c'est là où, Bah oui, c'est ça. où ça va disparaître. Est-ce que ça va disparaître caché par quelque chose? On va pouvoir trouver le point exact où ça a disparu. Si on a disparu sur les toits, on sait à quel endroit, on sait que c'était à gauche de la cheminée, à 2 tuiles de la cheminée, où c'était, je mets mon petit doigt, je mets mon gros pouce, j'arrive à prendre un repère pour savoir que ça va être à cet endroit-là du toit. Bon, on n'a pas forcément vu la fin du phénomène, mais on a un point de la trajectoire. Si c'est éteint, qu'on arrive à repérer le point où c'est éteint, on connaît le début du vol noir, du moins dans un plan. Après, il faut que d'autres aient fait pareil pour qu'entre Si les d'autres révélations, personnes ont De toute fait la façon, même une chose. seule personne ne peut pas Non, déterminer. une seule la personne, trajectoire. c'est toute fini. façon, Faire par c'est triangulation. C'est en 3D, groupe on a de une vision personnes. globalement 2D, Voilà. donc tout seul, c'est fini. Mais donc ça veut dire aussi que bon, un témoin, c'est bien, mais si on peut en avoir plusieurs, c'est là qu'on peut commencer à déterminer vraiment de trajectoire. Et plus ces témoignages seront précis, plus on aura des chances de pouvoir déterminer une zone de chute où on pourra ensuite. Donc la force de la méthode, là, c'est justement de jouer sur à la fois la qualité du témoignage humain qui sera de façon inhabituelle beaucoup plus précise qu'à l'accoutumée. Oui, parce que d'habitude, en fait, les témoignages. Il y a la marge Mais d'erreur qui est trop forte. C'est de Non, c'est de l'enthousiasme en plus. Oui. Les gens sont. C'est beau, et donc il y a un problème d'enthousiasme. Et donc, comme dit Gilles, ne pas partir dans des idées. Ah ouais, c'est fantastique, machin. pas chercher à comprendre, c'est- observer. Réflexe, J'observe, s'observe. j'emmagasine le plus de choses, L'information. et après j'aurai le temps de d'y repenser. Mais sur le moment, c'est je capte, je mémorise le maximum de choses. Donc la meilleure qualité du témoignage est le nombre. C'est-à-dire que ça va s'adresser à beaucoup de témoignages. Parce qu'un bolide comme ça, généralement, surtout si le ciel est clair, il aurait été vu par beaucoup de gens. S'il y a un certain nombre de personnes qui ont cette qualité d'information et une distribution aléatoire, mais qui statistiquement va se répartir un peu partout par rapport à la trajectoire, là on peut commencer à avoir des résultats tout à fait intéressants qui peuvent friser avec ce que pourraient donner des photos. Voilà. Et vu que maintenant, on est quand même plus de 400 000 sur cette chaîne, si on compte tous les gens qui... Alors bon, il y en a plein évidemment qui ne sortent pas tous les soirs regarder le ciel et tout, mais si on compte tous les astronomes amateurs ou même les curieux, etc., qui sortent de temps en temps et qui sont donc potentiellement capables d'observer un bolide, si ces gens-là appliquent cette méthode et ensuite font un petit rapport à Gilles et Eric, on peut espérer éventuellement trouver un jour des météorites. Oui. Alors, bon, je reviens à l'histoire du temps, qui est important, parce que si on a commencé à compter dès le départ, quand doit-on s'arrêter de compter? Donc, on compte, on fait le geste, on mémorise des repères, et dès que ça a disparu, il n'y a plus vraiment lieu de compter, mais on ne peut pas s'arrêter n'importe comment. Donc, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai une montre? Est-ce que j'ai un téléphone portable? Quelque chose qui peut me donner l'heure.
Si vous n'avez pas de téléphone portable, vous regardez l'heure, il ne faut pas arrêter de compter. Vous continuez à compter, vous regardez s'il y a une trotteuse ou pas. Généralement, maintenant, il n'y a plus les secondes, il y a souvent sur les montres. Donc, il faut attendre que la minute change. Et après, vous savez que c'est passé de 54 à 55 minutes. À ce moment-là, j'étais à, je sais pas, 36, 30. Ah ben non, ça a changé. Donc à 36, je note l'heure. Et dès que je vais pouvoir le faire, je vais essayer de noter, l'enregistrer pour ne pas oublier, parce que la mémoire, ça... Et aujourd'hui, on a un outil qui est formidable, c'est les téléphones, parce que on a tous un dictaphone dans la poche. Donc plutôt que d'oublier, il vaut mieux tout de suite dire au dictaphone, alors je l'ai vu passer derrière tel repère, tel truc, tel machin, à telle heure, passer de tant de secondes, etc. J'étais précisément à tel endroit. Ça peut être aussi éventuellement une idée de faire des photos de l'endroit où on se trouve. Par exemple, je sais pas moi, la position de ses pieds sur le sol par rapport à des repères. Si on est dans la rue, s'il y a, je sais pas, des repères au sol ou quoi. Ça et peut... de faire Oui, mais un petit marquage ou... Vous procédez par ordre, c'est-à-dire que quand si vous la chance, mais maintenant beaucoup de gens ont le téléphone à la poche. Supposons l'hypothèse optimiste, vous sortez votre téléphone, bon ça a disparu, vous sortez le téléphone et là vous commencez à... On est toujours en train de compter. Et donc, vous comptez toujours. Si on le met en route... Donc vous mettez en route, le mieux c'est de filmer. Donc on mieux mettre une vidéo parce que en expliquant, vous pourrez en plus expliquer et montrer des images. S'il ne fait pas trop nuit. Le jour, pas de problème. Si vous n'avez pas de possibilité de prendre une photo, si vous pouvez mettre en marche la partie magnétophone, après, vous racontez dedans. Déjà, la première chose que vous dites, à telle heure, ou alors vous continuez à compter, puis top, vous dites, ça y est, ça s'arrête. Vous arrêtez de compter. Et après, avec l'heure du téléphone, vous arrivez à retrouver à quelle heure ça s'est arrêté le comptage. Et quel était votre comptage. Donc, on va remonter au temps où vous avez commencé à compter, c'est-à-dire quelques secondes, si vous avez le bon réflexe de compter tout de suite. Ensuite, vous redécrivez l'observation. Si vous filmez, vous filmez, puis vous expliquez. En même temps, alors, je l'ai vu apparaître là, il a tourné là, alors c'est bien au-dessus de la cheminée là que je l'ai vu, il est passé à ras, au niveau de la 4e tuile, vous zoomez éventuellement sur la tuile si vous pouvez le faire, et vous repartez, etc. Et vous faites tout le descriptif comme ça en direct. Toujours sans avoir bougé. Bon, si c'est de nuit, c'est pareil. Bon, c'est compliqué de filmer, mais au moins expliquer, raconter tout ce qu'on a en mémoire. Si la caméra, elle voit pas, en général, nous, avec les yeux, on voit quand même beaucoup mieux. Donc on peut quand même décrire relativement précisément. Et le lendemain, on peut revenir refaire la séquence. Et c'est ça. Et après, on compare. Donc, je suis là, la caméra ne voit pas grand-chose, mais bon, c'est passé ici. Vous voyez, la cheminée, on voit peut-être une silhouette de cheminée qui se découpe sur le ciel. C'était la 4e tuile à gauche de la cheminée, etc. Voilà, c'est passé entre le fil, ça a croisé le fil du téléphone. C'était juste au niveau de ma boîte aux lettres que ça a passé, ça a croisé le fil du téléphone. C'est un repère super précis, etc. Donc, tous les repères précis, et plus on va vers la fin, mieux c'est qu'ils soient précis. Ensuite, donc, une fois que c'est capté, après, il y a la position, on parlait de la... Puisque là, la boîte aux lettres, c'est des repères proches. Donc on est dans le cadre où j'ai intérêt, c'est même indispensable, si je veux que ces informations-là soient utiles, il va falloir que, avant de bouger, c'est pour ça qu'on disait jamais bouger, mais ne jamais bouger, c'est observer. Tourner le corps, mais ne pas bouger les pieds. Un des réflexes qui est terrible, on parlait des inversions gauche-droite sur les statistiques, par exemple IMO, c'est... Oh, pardon, désolé. Une des erreurs, c'est quand le phénomène se passe, arrive très proche de la verticale des témoins, donc une très forte hauteur angulaire, on a systématiquement des comportements de ce style-là. Je vois quelque chose qui arrive, je fais ça, regarde, oh, t'as vu le machin, oh, dis donc, et là, on est paumé, merde totale. C'est-à-dire qu'après, pour retrouver... Puisque souvent, on n'a même pas pensé, comme disait Agile, à capter de l'information. En fait, c'est venu de par là. Mais de par là, c'est pas avec ça qu'on détermine une trajectoire. C'est ça. Et après, s'il se pose vraiment la question de attends, il discute un peu, alors, oui, c'était par là. Oui, puis alors, ensuite, et du coup, c'est la même chose, se pose le même problème de l'autre côté. Alors que, voilà, je suis ici. Je vois quelque chose qui arrive. Bon, voilà, je sais que je prends un repère, ça vient de là. Je le vois passer comme ça, je le suis. Mais j'ai même pas besoin de bouger mes pieds. Et tant pis au pire, si je ne vois pas vraiment la fin, mais au moins toutes les informations que j'aurais conservées, ma position, le point d'arrivée si j'ai eu la chance de le voir,
Ou alors je décide que je fais demi-tour, voilà, je sais c'est en train de passer, et là, je ne bouge plus, je ne regarde que la fin, et il faut être sûr, parce que la fin, on ne sait pas où elle va arriver. Ça. Donc, il faut faire un moment, un choix. Le moins possible. Vouloir, on va prendre l'exemple aussi de la personne en intérieur, ah oui, pardon, la personne en intérieur qui, elle, se retrouve confrontée à un autre choix, elle voit quelque chose passer à la fenêtre. C'est une fenêtre, c'est pas gros. Un bolide, ça passe vite. Comme disait Gilles, il y a des réactions à ne pas avoir. Ça, c'est courir bouger. Courir vers la fenêtre pour aller voir. De toute façon, la plupart du temps, on arrivera trop tard. Donc c'est se satisfaire de ce qu'on est en train de voir sans bouger. Et là, on peut apporter quelque chose à des gens qui, eux, vont faire une étude de ça. Cette petite information, ce petit moment-là, mais il aura une importance vraiment réelle. Alors que de se lever, de cavaler, d'ouvrir la fenêtre ou d'aller appeler son épouse on aura ne un bon sert à rien, de toute façon ce sera terminé. Donc c'est une information perdue, elle ne sert à rien. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en ayant un comportement minimaliste, on a quelque part un apport maximal d'informations. Après, si après coup on peut redire c'était telle couleur, ça a fait telle chose, ça s'est fragmenté ceci, le rouge est passé, le vert est devenu rouge, etc. Tant mieux. Et ça ne veut pas dire que cette capital. petite fourchette, on a eu le cas, hein, cette petite fourchette dans une fenêtre par exemple ou un vasistas ne va pas apporter des informations très utiles, par exemple, c'est le moment où il y aura eu un éclat lumineux. On sait que ça va donner, c'est une fragmentation. Elle s'est produite, si la personne ne bouge pas, ne change pas sa chaise. On peut dire assez précisément. Eh bien, on sait qu'on a un secteur angulaire qui est compris entre le montant là et le montant là. Si la personne suit des conseils qu'on pourra lui donner ensuite, donc elle n'a pas bougé sa chaise, elle sait exactement où elle était, on peut faire des mesures précises. Et nous, on a un secteur angulaire, on est certain que le météore est passé. Aussi bien en azimut qu'en hauteur, par exemple. Tout témoignage, même s'il n'est que très partiel, si à partir du moment où il est précis, il apportera toujours une ou deux informations décisives, intéressantes. Il vaut mieux 2 informations intéressantes que tout un récit trop long du début jusqu'à la fin où on ne peut rien en tirer parce que c'est un beau récit, c'est une belle histoire, on a vu un beau truc, mais on ne peut rien en tirer. Bon alors en fait, la position au sol, elle est vachement importante, mais je veux dire quasiment au centimètre près pour une observation comme ça, surtout si tu as des repères proches. Si tu arrives à avoir des repères lointains, genre les étoiles, ça peut aller. Si maintenant tu es assez bon pour dire, voilà, je l'ai vu passer entre telle étoile, etc., si on a quelques connaissances du ciel nocturne, ça va. Si on a juste des connaissances du sol qui nous entoure, on a plutôt intérêt à être vachement précis sur notre position. Vous m'avez raconté une histoire d'une observation, c'était en Lorraine, hein, près de Marly, je crois. Près de Marly, oui, en 2016. Voilà, vas-y, tu sais quoi, raconte là, vas-y. C'était le 25 février 2016, j'en ai parlé à tout début, je crois. Donc, un météore qui s'est produit en plein temps de midi, après un temps parfaitement ensoleillé, donc il n'y a pas eu énormément de témoins parce qu'il fallait avoir les yeux dans le ciel pour voir le phénomène. Ce n'est pas lui, par sa luminosité, qui a attiré l'attention. Un phénomène qui était très brillant parce que sa luminosité, pour ceux qui l'ont vu, égalait ou dépassait celle du soleil. Donc c'était quand même un bon truc, déjà, ouais. Mais ça a duré une fraction de seconde. Et donc il y a une dame qui était à Marly, qui était en train de faire des photographies d'oiseaux dans son jardin, avec son mari qui cultivait à côté, qui jardinait. Donc c'est lui qui a vu le phénomène, qui a attiré son attention et a eu l'excellent réflexe de tourner l'appareil photo, de faire la photo. Mais le problème, c'est que dès qu'elle a fait sa photo, sous l'excitation, la surprise, etc., la présence de son mari, ils ont bougé, ils ont discuté entre eux, puis ils sont rentrés, le bruit, l'onde sonore est arrivée, ils étaient à l'intérieur, donc ils ont perçu quelque chose, mais ils ne savaient plus depuis combien de temps ils avaient quitté l'observation, ils n'avaient pris aucun repère. Et après, toutes les difficultés pour retrouver l'endroit où elle a fait la photo, parce qu'elle s'était déplacée dans le jardin. Donc pour retrouver l'endroit où son mari l'a appelé et l'endroit où elle a fait exactement la photo, on avait une incertitude de 1 mètre, 2 mètres. Et après, comme les repères de la photo, c'était des branches d'arbres qui n'étaient pas très loin, et le fait d'un toit des voisins, qui était à une trentaine de mètres, ça suffit pour fausser complètement. On a une précision qui est toute relative, alors que, bon, elle aurait pris la position exacte.
on gagnait en précision. Alors que Ou alors on t'avais a eu un un repère matériel- très éloigné, et on a eu la même précision. Alors que tu avais un matériel de base qui était excellent, c'est-à-dire une photo. Superbe bien nette et photo, tout le merdier, superbe ouais. photo, un Voilà. super réflexe de la dame qui a vraiment fait une très bonne photo, qu'il a réussi parfaitement. Donc c'est un peu Et qui dommage. était coopérative et prête Coopérative. à faire des vérifications, à Oui, faire des qui mesures, a vraiment etc. apporté son concours complètement à l'enquête, mais on n'en fait plus l'erreur. L'erreur qu'on a commise à l'instant T, elle est perdue, on ne peut plus la corriger. C'est ça. On peut mettre la bonne volonté qu'on a, l'erreur, elle est faite, elle est... Mais donc c'est pour ça que les choses les plus importantes, c'est déterminer sa position avec précision Voilà. et prendre des repères, qu'ils soient proches ou lointains, mais des repères les plus fiables possibles, c'est-à-dire justement éviter les erreurs de parallaxe et ou sinon filmer, prendre des photos si c'est possible. Mais si le phénomène est déjà en train de se produire, ça sert à rien de courir chercher un appareil photo, il sera trop tard. Trop tard. Donc il faut observer, regarder, il ne faut rien faire de partir chercher quelqu'un ou chercher un appareil, il faut attendre que ce soit fini. Après, ne pas bouger tant que c'est pas fini. Tant qu'on n'a pas bougé, après quand on a bougé, soit dans l'appareil photo dans la poche, le portable, et après on peut photographier ses pieds, on peut... Oui, mais donc la situation de nuit, malheureusement la plus fréquente, fait que c'est difficile- très compliqué. difficile de- Prendre une photo de nuit de ses pieds, ça ne nous avance pas Sauf si on grand-chose. peut mettre le flash. Mais Et la encore. plupart, Oui, quelques mais le repères, flash, il a une portée limitée. Hein, je veux il faut, dire, voilà, il donc faut être, le il faut être sûr de lampadaire à pouvoir 30 mètres, repérer sa position par des photos éventuellement. Et si on n'a pas de photos ou si on n'est pas sûr que les photos vont donner quelque chose qu'on va pouvoir retrouver avec précision, le plus simple, c'est regarder si dans sa poche on n'a pas un mouchoir et des clés de voiture, un porte-clés, n'importe quoi qu'on va poser. Au pire, on prend des cailloux, des bouts des branches ou n'importe ce qu'il y a autour de soi pour mettre un repère à l'endroit où on est, entre ses pieds. Éventuellement quelque chose qui donne la direction à laquelle on était orienté le corps. Et ensuite, on met par exemple un repère par terre, un petit caillou blanc ou ce qu'on trouve, dans la direction où il a disparu avec le plus de précision possible, ce qui va permettre à ce moment-là de pouvoir ensuite quitter l'endroit. Après, si on peut pas revenir, si on peut aller chercher un appareil photo et prendre des photos repérées tout de suite, on peut le faire. Si on est obligé d'attendre par exemple le lendemain qu'il fasse jour, il faut s'assurer que les repères qu'on a mis ne vont pas s'envoler par le vent ou que Ouais. le chat va venir Ouais, le mouchoir ramasser. en papier, Voilà. qui peut revenir en lendemain. Donc à ce voilà. moment-là, on remplace, on est parti, on va remplacer par des objets beaucoup plus lourds, beaucoup plus stables. On prend ses repères et le lendemain matin, on revient et tranquillement, on se remet à la position. Et là, 2 jours, on fait les enregistrements, les photos, ce qu'il faut. Une On autre- n'attend pas 3 jours non plus. Une solution possible aussi, je disais par exemple, on n'a qu'un mouchoir et on sait que ça va s'envoler, ça fait rien, enfin, il n'y a pas de vent pour l'instant, je pose mon mouchoir ou ce que je peux, comme tu disais, les clés, enfin, Et je mets une pierre par-dessus. Je pose un objet, non mais je pose un objet, parce que déjà une pierre, on n'en a pas forcément Oui, oui, dans oui. l'environnement, c'est On ça. essaie de trouver une oui, solution. Je trouve quelque chose que je peux laisser là, ou faire une marque, si j'ai un petit caillou et puis qu'il est parmi les autres, ça fait rien, je fais une croix dans les cailloux, les graviers, enfin, je trouve quelque chose pour marquer l'endroit le plus précisément. Une fois que ça c'est fait, si je cherche par exemple s'il y a des murs à proximité ou une maison ou n'importe quoi, des repères que je vais mémoriser de façon simple, et comme les chasses au trésor, hein, je fais un grand pas, 2 grands pas, 3 grands pas pour arriver au mur. C'était 3 pas en allant vers le mur, et en perpendiculaire, j'ai fait Ou les 10 pieds pas l'un pour devant arriver à l'arbre. Ou les pieds, quand on est gosse, on met les pieds des uns Oui, devant comme les ça autres. c'est une petite distance, mais quand Oui. voilà, le tout c'est de se trouver quelque chose de fiable. Voilà, j'ai fait mon repère dans un sens, dans un autre, en perpendiculaire comme ça, et je sais, je mémorise ça, 10 pieds par là et 5 pieds par Après, là. on a un cas aussi un peu particulier où la position c'est un petit peu plus difficile à déterminer, c'est la voiture par exemple. Alors, en voiture, et souvent on a Beaucoup de il y a témoignages. beaucoup de témoignages en voiture. Surtout de nuit, il y a beaucoup de gens sur l'autoroute. Exactement. Mm. Ou les petites routes nationales. Oui, c'est sûr, oui. ouais. Beaucoup Et alors de là, routes. bon, la position précise, du coup, c'est un peu la merde. On peut pas piler sur l'autoroute. Enfin, Donc- si on peut, mais c'est pas très bon pour la santé. Voilà, et puis même Voilà. sur une petite route non plus, c'est déconseillé. Donc, première chose, rester en sécurité. Donc là, je disais tout à l'heure, réflexe minimaliste. C'est-à-dire, je continue à conduire. Normalement, je ne cherche pas du tout ni à freiner, ni à aller me garer. De toute façon, en faisant ça, je vais aller détourner mon attention vers quelque chose d'autre qui va être pour ma sécurité, ou oublie ma sécurité, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, on reste conducteur et on prend attention à ce qui se passe devant nos yeux. Bon. Donc, on a un bolide qui est en train de passer devant le pare-brise. Si on a la chance d'être en ligne droite,
ce qui est les circonstances idéales, parce qu'en virage, mais se repérer dans un virage, c'est mission impossible. Donc malheureusement, ça va être la description, ça va être j'ai vu quelque chose se fragmenter ou j'ai vu un morceau tomber. Éventuellement, ça va être une information intéressante. Mais à part ça, au niveau direction, ça ne va pas apporter grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'en virage, le témoignage n'est pas intéressant. Je disais, la fragmentation, ça va apporter des infos. Mais l'idéal, c'est quand même, je suis dans une portion de ligne droite, je regarde le météore et surtout, je ne commence pas à pencher ma tête pour essayer de suivre quelque chose, pour aller le voir passer au-dessus ou je reste en position conducteur tout à fait normale. Parce que nous, ensuite, on pourra Oui, parce que bon, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, je te coupe juste une seconde, mais toutes ces prises de repères, tout ça, c'est bien beau, mais ça vous sert, vous, ensuite, pour l'enquête. Et vous, après, vous allez potentiellement venir voir les gens et essayer de reconstituer un peu la situation. Ou même sans venir les voir. Oui, sachant que, par exemple, la personne va nous dire « j'étais en sortie de Sarrebourg sur la départementale tant, à tel endroit, sur telle ligne droite ». Nous, on a déjà une direction, on sait que la personne regarde dans cette direction très précise, parce qu'une ligne droite, c'est une ligne droite. Et ensuite, il va nous dire, je l'ai vu passer de ma gauche en haut du pare-brise pour aller sur le montant, ou s'arrêter au niveau de mon rétroviseur sur ma droite. Si la personne ne s'est pas inclinée, n'a pas cherché à modifier sa position de tête et qu'elle était sur une ligne droite, on a donc des repères précis en hauteur angulaire pour l'endroit qu'il a pu observer. Peut-être que ça venait d'au-dessus, qu'il ne l'a pas vu, peu importe, mais pour la partie qu'il a pu observer, c'est comme pour la fenêtre, eh bien on a un repère extrêmement précis. Si la personne a modifié la position de son regard, aussi bien en descendant la tête qu'en s'avançant vers le pare-brise, on ne sait plus à quel endroit elle est. On a le problème de la parallaxe qui va se reposer. Et puis donc, ça peut se jouer, là dans la bagnole en l'occurrence, ça peut se jouer à 1 ou 2 cm. Ça fait des écarts. Parce que les repères de la voiture sont proches. Voilà. Les reports étant très proches, c'est même plus que... Oui, alors que si la personne dans la bagnole a sa position qu'elle a habituellement, il suffit de l'installer dans la bagnole, de mesurer son regard, machin, de calculer les angles, et puis on a une trajectoire assez... Quelques centimètres. Idem pour les passagers, s'il y a des passagers. Je veux dire, ça, je parle du conducteur, voilà. Il peut y avoir des passagers qui ont ce même type d'attitude, et là en plus c'est encore mieux, parce que on a un décalage, les personnes sont décalées, et cette fois-ci la parallaxe peut nous servir. Parce que là, il y en a un qui voit ça à cet endroit-là du pare-brise, et celui passager, lui, le voit à tel autre endroit, près du rétroviseur. Et ça permet déjà de trianguler quelque chose. Là, on a une triangulation, déjà à partir de 2 personnes, savoir par si exemple. Proche ou loin. Et petite chose aussi sur les voitures, c'est qu'il existe beaucoup de caméras comme ça. Très important. Ah oui, c'est vrai que... caméra. Maintenant, pour 30 €, une caméra de voiture. L'exemple de Tchernobyl, Chelyabinsk. Alors, il y a une particularité quand même en Russie qu'il faut dire, c'est les dashcams qu'ils ont eux, parce que pour éviter les arnaques à l'assurance, il y a certaines assurances qui imposent la présence d'une caméra dans la bagnole. C'est vrai que ça en France, c'est pas très très courant encore. Maintenant, c'est vrai que ça peut être une idée, hein, si jamais tu veux éviter d'avoir à faire ton constat pendant des heures et tout. Une dashcam. Maintenant, c'est tellement abordable que ça peut être celui qui ne va pas forcément monter ça sur une voiture rien que pour ça. Mais celui qui a ça, l'avantage, c'est qu'il va avoir un enregistrement, et à Chelyabinsk, il y en a eu énormément qui sont d'une qualité et qui ont certainement beaucoup contribué à la découverte. C'est ça, parce que cette chute-là, elle est quand même super bien documentée. Ah oui, Chelyabinsk, qu'on a vu. C'est la mieux, c'est la mieux documentée qui existe à ma connaissance. Celle qui a été la plus photographiée et filmée. Bon, elle était en plus exceptionnelle, donc là, il y a vraiment énorme. Donc un truc comme ça, il y a d'autres exemples qui ont été faits. Aux États-Unis, il y a beaucoup de bolides qui sont... Justement, des policiers qui ont filmé un bolide qui chutait avec leur caméra. Et ça, c'est automatique. Ça n'empêche pas d'avoir le témoignage visuel. La caméra, elle travaille tout seul en simultanément. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, vu la technologie actuelle et vu le coût maintenant d'une telle caméra. Alors bon, il y avait un truc aussi à propos des caméras et du fait de filmer tout ça, etc. C'est le fait de savoir exactement à quelle heure on l'a fait. Hein. Donc pour ça, ça peut être bien de redater précisément ces vidéos. Mais bon, ce qu'on va faire, comme là, on parle d'un sujet qui est quand même déjà très velu, pour ceux
qui pourraient avoir envie de s'engager dans ce genre d'observation précise, de toute façon, je vais tout mettre en description. On va vous faire un document sur quoi faire exactement en cas d'observation, etc. Les bons réflexes à avoir. On va peut-être mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, parce que bon, là, en fait, on en discute, mais c'est vrai qu'on va un peu d'un sujet à un autre. À bâton rompu, là, pour l'instant. À bâton rompu. Donc du coup, bon, ben, imaginons demain, il y a un bolide qui apparaît et comme j'ai suivi la méthode, j'ai réussi à faire une observation assez précise. C'est bien, mais maintenant, j'en fais quoi de cette observation ? Ben, la première chose, il ne faut pas oublier d'avoir, même si on a fait des photos, même si on a enregistré, même si on a mémorisé, de prendre des notes. Donc juste après, ben, on prend 10 minutes de plus, on fait des petits dessins, prend des notes, sécurité, parce que les photos, etc. Deuxième chose, si on a fait des photos, des films, on n'ouvre pas les fichiers. On fait des copies des fichiers, après vous pourrez ouvrir les copies. Le mieux, c'est de ne pas ouvrir les originaux, parce que ça peut être modifié et ça peut être aussi la preuve qu'il n'a pas été ouvert, qu'il n'a pas été modifié. Donc, authenticité de la photo, ça c'est aussi oui, parce pour les il y a certains systèmes qui, quand tu ouvres une photo, ils vont te modifier l'horodatage. Voilà, c'est ça. Donc ça modifie les exifs, tout ça. Voilà. Et on peut perdre des informations. Donc le mieux, c'est de faire une copie parce que légitimement, on a envie de voir, c'est normal. Et puis ça peut, de fait de voir, peut permettre de compléter. Donc on fait des copies des fichiers, que ce soit fichier audio, fichier vidéo. Après les copies, on peut très bien les regarder, les modifier, travailler dessus comme on veut. Et après, il y a les originaux, c'est une sécurité déjà. Et en plus, on sait que c'est une sécurité des fichiers qui sont intacts. Mais bon, du coup, c'était pas vraiment ça la question que j'avais. C'est une fois que j'ai tous mes fichiers, une fois que j'ai tout ça, que j'ai fait cette observation, il faut bien que je la refile à quelqu'un, il faut bien que ça mène à éventuellement la triangulation d'une trajectoire pour ce bolide. Et donc, du coup, il faut l'envoyer à quelqu'un. D'accord, tout à fait. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a réuni, le plus c'est de réunir tout ce qu'on peut avoir noté, les notes, on peut photographier les notes, les photocopier et autres, faire des fichiers, et à ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Puisque ce sont des informations qui ont des chances, on l'espère, d'avoir une bonne qualité, déjà on peut les transmettre à toute structure qui recueille des témoignages là-dessus. Vous voulez envoyer ça à l'IMO, vous voulez envoyer ça à Réforme, à Fripon ou à n'importe qui, pas de problème. L'information est là, elle est bonne, tant mieux si quelqu'un peut l'exploiter. Donc, si vous avez à transmettre l'information, ben vous la transmettez, elle sera déjà d'une meilleure qualité que ce qu'elle aurait été si vous n'aviez pas eu ces bons réflexes. Parce ensuite, que bon, je le redis juste encore une fois, mais ce qui pose le plus problème finalement pour essayer de déterminer la trajectoire des bolides, c'est les témoignages de piètre qualité. Voilà. Et donc, si maintenant on utilise cette méthode, on peut réussir à avoir des témoignages, un certain nombre de témoignages de meilleure qualité. C'est ça. Donc, on peut les transmettre à tous ceux que ça intéresse et on peut notamment nous les transmettre à nous, puisque nous, visiblement, ce sera certain qu'on va s'en servir et qu'on va essayer. C'est sûr qu'on va prendre le temps de se pencher dessus. Voilà. Donc, pour ça, il y aura une adresse dans le. Ouais, alors donc ce qu'on va faire, ils vont me filer une adresse mail. Que je vais mettre en description. Cette adresse sert pour les témoignages sur des observations de bolides. Éventuellement, comme Gilles et du GEPAN, si vous avez des questions pertinentes à lui poser, vous pouvez toujours, mais ça serait bien d'éventuellement pas polluer son adresse mail. À ce moment-là, il faut demander à prendre contact que j'envoie une autre adresse sur laquelle on peut me poser d'autres questions. Ou éventuellement. Mais on ne mélange pas les sujets pour éviter d'avoir trop de problème de gestion des mails derrière. Voilà. Mais disons que l'intérêt après, c'est que ces informations doivent remonter jusqu'à un organisme, que ce soit l'IMO, Fripon, vous. D'ailleurs, ces trucs-là, je vais aussi mettre quelques liens en description de la vidéo, hein, parce que après, si vous voulez le transmettre à plusieurs organismes. Mais bon, du coup, si vous tombez sur ce genre d'informations, après, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, nous, on fait une récolte de l'ensemble. De toute façon, c'est pour ça que, par exemple, il y a une adresse avec une boîte mail. Initialement, on prenait des témoignages, on allait les chercher dans la presse. En fait, dès qu'ils s'étaient signalés dans les médias, on allait retrouver des personnes sur des forums. On essayait de les contacter, ceux qui nous semblaient avoir des informations qui pourraient éventuellement tenir la route, de contacter ces personnes-là. Nous, là, directement, on a ouvert, on l'a fait déjà depuis un certain temps, donc ouvert une boîte mail et des personnes qui ont des informations envoient ce qu'elles ont, elles signalent déjà dire j'ai observé quelque chose, donc se faire savoir, on centralise tout ça au même endroit et ensuite nous, là-dessus, on fait une sélection des informations, non pas de dire qu'il y en a qu'on jette, c'est pas l'idée. Hein. L'idée c'est, comme on disait, des priorités. Alors, commencer par
les informations basiques, celles qui vont nous permettre de cerner le plus rapidement possible le couloir, on va dire, de trajectoire. Trajectoire et le point d'extinction. Et le point d'extinction. À partir du moment où on a ces informations-là, donc trouver ces témoignages dans cette masse, ensuite, on peut se mettre à affiner, à chercher. Bon, il y avait des témoignages où on a vu parler de fragmentation, il y a des descriptions, selon la localisation des témoins. Donc, on ne peut pas dire quel type de témoignage. Il n'y a pas de témoignage type. C'est selon les circonstances et selon l'ensemble des informations que l'on a obtenues, on resserre et on va rechercher, on va à la pêche à d'autres infos qui nous sont nécessaires pour compléter le profil de ce bolide. Donc sa trajectoire, comment il s'est comporté, il s'est éteint où, à quelle altitude, etc. Voilà. Donc on fait une étude complète et ensuite la recherche sur le terrain le plus rapidement possible. Si on a récolté beaucoup d'informations fiables, on arrive très rapidement à faire le calcul de trajectoire et à partir de là, on peut, maintenant étant retraité, c'est encore plus facile pour nous deux, et d'autres éventuellement solliciter d'autres personnes qui sont disponibles. Là, l'idéal, c'est si effectivement sur ceux qui regardent tes vidéos, il y a des personnes qui sont intéressées pour venir, pourquoi pas, à partir du moment où la trajectoire et le point de chute est défini, et qu'il y a une certitude aussi que c'est des météorites, parce qu'il y a des moments, ça devient très improbable, c'est pas la peine d'aller se fatiguer à aller sur le terrain. Mais donc à partir du moment où la recherche sur le terrain existe, nous on est toujours sur cette même adresse. Il suffit de dire. L'adresse est par l'intermédiaire de la chaîne qui peut de dire qu'on est. Et par l'intermédiaire. Ce qu'on fera aussi, si jamais il venait à y avoir vraiment un gros bolide, alors bon, pas forcément de Chelyabinsk non plus, mais bon, des grosses chutes de temps en temps. Si ça venait à arriver, je ferais peut-être un petit rappel de la vidéo, appel à témoignage, ce genre de choses. Sait-on jamais si ça arrive. Le problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les bolides, on ne peut pas les prévoir. Hein. Voilà. Donc les personnes qui témoignent et qui, elles, seraient intéressées, tous ceux qui nous ont contactés jusqu'à présent dans les cadres des bolides, et qui nous ont dit j'aimerais bien savoir, connaître la trajectoire aussi, avoir des nouvelles de vos avancées, systématiquement, on s'est fait un plaisir de les informer, de leur transmettre toutes les informations. Et bon, je veux dire, là-dessus, on ne fait pas de cachotterie, contrairement à d'autres structures. Voilà. Et donc l'idée à terme, ça serait quand même de réussir à retrouver ces jolis petits cailloux venus d'outre-espace. Exactement. L'idéal, ce serait ça, c'est que collectivement, on puisse dire, voilà, on a réussi à mettre au point quelque chose qui... Parce que finalement, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les structures qui surveillent les bolides sont assez, ténues. Il n'y a pas beaucoup de caméras, il n'y a pas beaucoup d'observateurs. Quand il y a des observateurs, les observations sont parfois assez médiocres. Et vu qu'on commence à être un petit peu nombreux, si on peut avoir... alors bon, je me fais pas d'illusions, on va pas avoir 400 000 personnes qui vont se mettre à faire des descriptions de bolides, mais si dans le lot, on peut avoir un pourcentage relativement élevé de gens qui font des descriptions fiables de trajectoires de bolides, on pourrait espérer que nous aussi en France, finalement, on arrive à ramasser quelques cailloux. Quoi. Exactement. Tout à fait. C'est la finalité, rechercher. Après. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui cherchent, qui sont des chercheurs, hein, pas des trouveurs, ça serait trop facile. Et toujours dans l'appel aux bonnes volontés, l'idée aussi est de faire une application qui permettrait de faire du recueil de témoignages. Oui, parce que pour le moment, les calculs de trajectoire, vous les faites à la main, avec les bonnes vieilles mathématiques. Ou à l'informatique, suivant le cas de figure, suivant le nombre de témoignages, le nombre de données, on peut utiliser de l'informatique, soit on peut le faire de façon plus traditionnelle avec un petit peu de trigonométrie et de calcul. Ouais, mais donc à la limite, c'est peut-être un message qu'on peut passer aussi, si dans le lot il y a un matheux qui se sentirait de coder éventuellement un logiciel ou même éventuellement pondre un algorithme qui à partir d'observation de trajectoire, d'angle, etc. serait capable de déterminer par triangulation une trajectoire. S'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser à ça, votre adresse est en description. Pareil, si jamais il y a quelqu'un qui se sent
carrément, je sais pas moi, de faire une application pour pouvoir relever ce genre d'informations en live. Bon, le calcul, donc rentrer dans les calculs et des logiciels qui permettent de calculer la trajectoire, etc., c'est assez compliqué. Par contre, ce qui est beaucoup plus abordable, c'est le calcul de pouvoir faire une application qui serait chargée de faire le recueil. C'est-à-dire que la personne n'a qu'à sortir son portable au moment où elle a fait son observation, elle sort son portable, et à ce moment-là, on a des idées pour pouvoir proposer un minimum d'informations qu'elle pourrait tout de suite, au lieu de prendre un papier et un crayon, elle pourrait tout de suite, notamment sa position avec le GPS, les azimuts, quelques photos, quelques trucs avoir qui seraient directement transmis. Voilà, tout de suite quelques photos où elle Parce que finalement, la fraîcheur des informations fait leur qualité, parce que si tu reviens 10 jours après, bon, voilà. La quantité des informations fiables fait aussi la qualité de la reconstitution de la trajectoire du bolide. Bref, plus il y a de monde qui se met là-dessus, plus on a de chances que ça donne quelque chose, quoi. Exactement. Ne serait-ce que la pente, par exemple, pas la pente, on va dire. La pente apparente. Ouais, L'inclinaison. L'inclinaison apparente sur le fond de ciel. Si le portable, tu le positionnes en position horizontale, et puis avec le doigt, il suffit de dessiner la trajectoire là où on l'a vu, ou une portion de trajectoire. Ne serait-ce que ça, on a déjà quelque chose qui sera plus fiable qu'une estimation mémorielle de c'était entre les 20 et 30 degrés. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un une mesure en degrés. Voilà. Tu peux être sûr que de toute façon, il est à côté de la plaque, quoi. Donc concevoir des petites applis, enfin une appli, avec récolte de quelques informations utiles, ne serait-ce que le sens gauche-droite, tout simplement, même pas demander à la personne, c'est montrez-nous avec votre doigt dans quel sens c'est passé, hop, voilà, tout simplement, ou ça. Le but n'est pas de faire une application qui serait tape à l'œil et qui serait complexe, etc., mais de faire quelque chose qui va à l'essentiel, juste pour transmettre la bonne information au bon moment et rapidement. Voilà, c'est tout. Donc voilà, l'appel est lancé, hein, si jamais il y a quelqu'un qui se sent de se lancer dans ce genre de choses, l'adresse en description, quoi. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur ce sujet ou est-ce qu'on a doucement fait le tour de la question? Parce que ça a l'air d'être... Qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que dans le cas le plus typique, avec tous les témoignages qu'on a reçus dans les cas précédents qu'on a déjà étudiés, on a étudié déjà une bonne dizaine de bolides comme ça, de façon assez détaillée avec pas mal de témoignages. On peut dire que les situations classiques, c'est les gens qui sont dans la voiture en train de conduire, ce sont les gens qui sortent le soir pour fumer une cigarette, sortir le chien, pour faire un petit besoin. Et c'est ces gens-là qui incidemment lèvent le nez au ciel ou simplement ils sont attirés par la lumière. Et c'est les cas les plus fréquents. C'est pas des gens qui sont assis sur une chaise et qui regardent les Perséides. Hein. Ça arrive, mais c'est souvent complètement au hasard, façon aléatoire. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette méthode en tête avant, parce que forcément, si tu es là, tu attends, tu es sûr que voilà, tu chasses ça tous les soirs, bon, la méthode tu l'as, mais comme c'est jamais comme ça que ça arrive par hasard, il faut, au moment où ça arrive, être un minimum prêt, quoi. C'est ça. Et puis, oublier ce que je disais, le côté, même si c'est beau, etc., le côté surprise, être capable d'avoir cette retenue et cette économie d'exubérance, et de rester calme et se dire, voilà, je capte cet instant. Et après, je pourrais le restituer, mais vraiment le restituer de façon intéressante. Ne pas chercher à interpréter, se demander si c'est un satellite, si c'est une météorite, si ça se rapproche, si ça s'éloigne, etc. Ne pas chercher à comprendre, observer. De toute façon, un observateur individuel ne peut pas vraiment dire si ça s'approche, si ça s'éloigne. Et ce qu'on voit, c'est une apparence. C'est pas la trajectoire qu'on voit, c'est une trajectoire apparente, c'est pas la trajectoire réelle. Donc, c'est pas la peine de se poser des questions. Chose aussi très classique qu'on a dans les témoignages, c'est les gens qui sont persuadés que c'est tombé au bout du chemin, au bout du champ, ou derrière juste la forêt. Oui. Si vous voyez le phénomène lumineux, et s'il est lumineux, c'est qu'il est au moins à 30 km d'altitude, voire beaucoup plus. Ça veut dire. Donc il est probablement à 80, 100 km de vous. Donc c'est pas la peine de courir au bout du champ. S'il était lumineux, vous voyez pas. S'il tombe près de chez vous, dans les débuts, on s'est déplacé plusieurs fois pour des gens qui nous affirmaient avoir vu quelque chose tomber dans le champ, dans le jardin. On est allé. Et à chaque fois, on avait la preuve que c'était à 150, 200 bornes ou en Méditerranée que c'était tombé. Dans le nord des Alpes. Donc deux fois, trois fois après. Deux personnes qui étaient chasseurs, qui étaient donc à la chasse et qui étaient au bout d'un champ, nous garantissaient que c'était tombé au bout de l'autre champ qui était un champ labouré. Donc ça faisait peut-être 150 mètres, 200 mètres.
catégorique. On est allé, on a trouvé, on avait même trouvé des cailloux qui étaient forcément pas des météorites. Et finalement, quand on a réussi à savoir que ce bolide-là avait été observé en Italie, qu'on a reconstitué, c'est quelque chose qui est tombé en Méditerranée. Et on était au nord des Alpes, donc il n'est pas tombé au bout du champ. Donc ça, c'est archétypique. Donc c'est une illusion. C'est ça. Et les gens sont sincères, il n'y a pas de problème. Ah oui, on n'en doute pas une seule seconde. Et ils ont une très bonne. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas des fadas ni rien. Ce sont des gens qui ont une très bonne notion des distances, etc. Mais c'est que le cerveau humain ne peut pas. Voilà. Et à un moment donné, quand il peut pas, il se donne une estimation. Voilà. Il vaut mieux qu'ils aient retenu que la traînée lumineuse s'est arrêtée juste en face de cet arbre quand j'étais là dans le champ. Ça, c'est très important, que de te dire, c'est tombé au bout du champ, je vais aller y voir. Et après, quand ils reviennent, ils ne savent même plus en face de quel arbre c'était. Donc là, ils ont tout faux. Oui, juste pour conclure là-dessus, pour le redire, ce qui est important, c'est les repères précis, mais ça ne sert à rien d'essayer de donner un angle. Il vaut mieux dire c'est passé là, pile au-dessus de l'arbre, plutôt que de dire c'était à 25-30 degrés après, à la loupe, machin. Laisser, en fait, il y a beaucoup de gens essaient de construire ou d'interpréter ou de scientiser, etc. Ça ne sert à rien parce que ça ne fait qu'en fait que dégrader la réalité de ce qu'ils ont vu. C'est comme la taille de ce qu'ils ont vu. Ça sert à rien de dire que ça fait la taille d'une balle de foot. Ouais, mais la taille d'une balle de foot à 10 mètres, à 20 mètres, à 100 mètres, ça veut rien dire. Donc l'idéal, c'est récupérer l'information et contacter donc des personnes qui vont être aptes à aller creuser et à trouver à leur faire donner la bonne information en fait. Bon, eh ben, Gilles, Eric, ma foi, je pense que c'est déjà très dense, hein, tout ce qu'on a dit. Oui. Donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et si jamais l'actualité nous gratifiait d'un petit bolide sympa façon de Chelyabinsk, sait-on jamais, bon, eh ben, à la limite, on pourra toujours vous faire revenir pour donner quelques compléments. Mais sinon, je pense qu'on est déjà pas mal là. Gilles, tu voulais dire quelque chose ? Mais donc, une petite chose encore en plus, c'est que si les gens voient le phénomène et que ça dure un certain temps, plus longtemps qu'un bolide, ça veut dire que c'est plus un bolide et que ça peut être on ne sait pas quoi, mais c'est un phénomène intéressant qui mérite aussi d'avoir un témoignage. Là, c'est l'ufologue qui parle. Voilà, là, c'est l'ufologue qui parle. Donc, à ce moment-là, le comportement est à peu près le même à voir, c'est-à-dire toujours bien observer, ne pas chercher à interpréter, observer, prendre des repères, etc. Alors si c'est un phénomène effectivement plus exotique que le... Ouais, parce qu'il y a quand même un truc, il faut que je le dise, mais à chaque fois qu'on m'envoie une vidéo de quelqu'un qui a vu quelque chose, si c'est une vidéo, le son de la vidéo c'est « Oh là là, regarde, un ovni, t'as vu, ça doit être des extraterrestres, etc. » Il n'y a rien de tel pour biaiser un témoignage. Oui, ça sert à rien. Donc là c'est pareil, il faut garder son sang-froid, tant qu'il n'y a pas une situation qui pourrait... Tant qu'ils ne sont pas en train de se poser à côté, de dérouler l'échelle. Tant qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de choses anormales qui se passent, qu'il y a juste un spectacle, on observe ce spectacle, on en profite, on cherche à le décrire, à le mémoriser, on essaie d'avoir un comportement qui est du même type que ça. Après, il faudrait toute une émission pour expliquer les différences dans un témoignage comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après le témoignage, lorsqu'il est récolté de manière calme, et avec des infos basiques. Après, ensuite, il y a le GEPAN qui est étudié pour récolter. Lui, il se fera un plaisir de récolter des informations utiles. Voilà, et puis un témoignage précis comme ça, il est exploitable. Alors que j'ai vaguement vu un truc par là, ça vaut rien. Oui, ou alors le témoignage a posteriori, c'est-à-dire, ouais, je me souviens, c'était en 2017, en été, le soir, j'étais en colo de vacances, etc. Oh, j'ai vu un truc fantastique. Ouais, d'accord, mais si on prenait des notes, quel que soit l'événement, comme dit Gilles, on pourrait peut-être faire quelque chose de ça. Alors que là, c'est une anecdote totalement inutilisable. Oui, voilà, parce que l'intérêt, finalement, que ce soit pour les bolides, pour les ovnis ou n'importe quoi, c'est essayer d'en tirer une conclusion, d'arriver à quelque chose. Si c'est juste pour dire j'ai vu un joli truc, ouais, bon, 1000 témoignages bidons, ça fait pas un témoignage vérifiable, quoi. Donc, à un moment, c'est la rigueur qui fait... Sinon, ça reste de l'anecdote. Des belles histoires. Bon, sur ces bons mots, Gilles, Eric, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous expliquer tout ça. J'espère que, à vous tous, cette vidéo vous aura plu.
Et cette vidéo, normalement, si je dis pas de bêtises, il faut encore que je leur téléphone, mais normalement cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Donc je vais peut-être encore vous en parler un petit peu maintenant, mais je vais couper les caméras et puis je vais dire au revoir à Eric et Gilles. Et puis messieurs, on se revoit dès que possible, j'ai envie de vous dire. Hein. Dès qu'on a trouvé un morceau. Et au plaisir, ouais. Et à tout le monde, surtout n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. À la revoyure!